Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 8h passé de 30 minutes à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. La communauté musulmane célèbre la fête de l'Aïd el-Fitr, occasion de retrouvailles entre les fidèles dans leurs plus beaux habits après un mois de prière pendant le Ramadan. Justement, nous nous intéresserons à la culture vestimentaire à Tombouctou, qui fait la particularité des fêtes dans la cité mystérieuse. Le Mali et ses partenaires mobilisés contre la traite des personnes, Caritas pose la problématique en prélude au nouveau plan national de lutte contre le phénomène. Le challenge trophée zone 2 de handball et les quarts de finale des compétitions africaines des clubs de football seront au menu de l'actualité sportive. Enfin, la chronique du développement revient sur le sujet de la sécurité alimentaire en Afrique. Quelle stratégie à mettre en œuvre pour réduire la dépendance alimentaire? Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce message du président de la transition à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. La fête de l'Aïd el-Fitr m'offre l'heureuse occasion de vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accepter les prières et doigts formulés durant le mois béni de Ramadan. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane du Mali et du monde entier dans un Mali apaisé, réconcilié. Aous Sambe Sambe. Les populations de Tombouctou sont très attachées à leur culture vestimentaire, toutes choses qui font la particularité des fêtes à Tombouctou. Une équipe de ORTM Tombouctou est allée découvrir ces habits dont les valeurs restent figées à cause de leur aspect traditionnel. Les tailleurs qui évoluent dans ce domaine ne se plaignent nullement pas. Reportage sur place, Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina. Le vestimentaire chez le Tombouctien en période de fête est une question d'élégance, de moyens, mais aussi de culture. Le choix de la matière dépend souvent du revenu du client ou de sa classe sociale, puisque les fêtes n'arrivent pas tous les jours. C'est pourquoi il faut distinguer ces beaux jours des ordinaires. Une situation qui motive certains à dépenser des fortunes dans l'habillement afin de mieux paraître. Abdoulaye Bakay, client. J'ai choisi d'acheter le tissu, c'est pour le coudre à ma taille, ça c'est une des raisons. Et deuxième raison, c'est que je suis vraiment attaché à la culture. Entre le client Maman Al-Haj et Dani Ali, tailleur, c'est une question de confiance et de respect de la parole donnée. Maman Al-Haj, client. Je me suis attaché à ce genre de couture parce qu'à Tombouctou, il y a 3 grandes fêtes qu'il faut nécessairement que tu aies ces boubous-là. Le Ramadan et la Tabaskil et le grand Mawlid qui viendra bientôt. Chaque Tombouctien doit normalement avoir la couture là. Dani Ali, maître tailleur. En réalité, maintenant, on peut dire que ça va, c'est pas comme avant. C'est grâce au boubou traditionnel que moi je vis. Il y a Arba Waku, il y a Waku Fondegere, il y a Waku Fo, il y a Dumbidje aussi. Ces habits purement traditionnels obéissent à des normes culturelles ou souvent religieuses et peuvent être portés à long terme à cause de la qualité des matières utilisées pour les confectionner. Mahalmoudou Baba, maître tailleur. Les clients d'habitude sont des gens d'ici que nous connaissons avant. Et on a aussi plusieurs commandes d'ailleurs. Les Bamako, c'est les gens qui veulent les traditionnels, ils font la commande ici pour avoir les purs. Conservateurs et tailleurs proposent une gamme variée de leurs services. Moulay El Mehdi Haïdara, conservateur. Chaque fête a sa réalité. Et malgré tout ça, Dieu merci, alhamdoulilah, il y a quelques clients qui rentrent et qui sortent. Ça va. On remercie le bon Dieu, ça marche. Nous avons les boubous traditionnels qui sont là. Les Tombouctiens gardent leurs coutumes, quoi. Les femmes sont quasiment absentes du secteur de la coupe-couture à Tombouctou. Et leur choix vestimentaire évolue très vite. Chose qui ne facilite pas la tâche pour certains tailleurs qui se voient dépassés par la mode. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Sur un autre plan, le gouverneur de la 4e région a rendu visite hier aux militaires blessés suite à l'attaque terroriste du mercredi dans le secteur de Farabougou. Il leur a apporté le soutien des autorités du pays dans la lutte contre les ennemis de la paix au Mali. Fousseni Samake et Issa Bah nous donnent plus de détails.
Suite à l'attaque d'un convoi de ravitaillement des FAMA sur l'axe Sogolo-Farabougou dans le cercle de Nyono, le gouverneur de la région de Ségou a rendu visite aux blessés admis à l'hôpital Nianangoro-Fomba de Ségou. Dr Issa Diarra, chef de service des urgences de l'hôpital Nianangoro-Fomba de Ségou. Les blessés que nous avons reçus, donc ils sont au nombre de 6. On nous a amené un corps aussi qui est actuellement à la morgue. Maintenant, sur les 6 blessés, actuellement, ils sont hors de danger. Donc, on a fait les différents bilans nécessaires et les différents spécialistes ont été informés de la situation. Donc, ils sont en train de passer pour faire le reste de la prise en charge. Le gouverneur leur a apporté les soutiens des plus hautes autorités nationales du pays. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. C'est en fait l'équipe qui devait se charger de l'acheminement des vivres au niveau de Farabougou, aux populations de Farabougou en cette veille, n'est-ce pas, de fête. Donc, l'équipe a été surprise dans une embuscade. Donc, qui a fait, je crois, 6 blessés, comme on vient de le constater tout de suite. On m'a annoncé un cas de mort. Au cours de cette visite, le gouverneur était accompagné par les responsables régionaux des différents corps d'armée de la région de Ségou. Ségou Fousseïdi Samake et Isaba pour l'ORTM. Caritas Suisse au Mali et ses partenaires sont résolument engagés dans la sensibilisation des acteurs concernés sur le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la traite des personnes au Mali en lien avec la migration. Caritas vient d'organiser une table ronde sur une préoccupation qui touche le monde entier, notamment le Sahel. Cette initiative intervient en préparation du nouveau plan national de lutte contre la traite des personnes. Le reportage est signé Jules Sambou Sissoko. Le lien entre la migration et la traite des personnes est très étroit. Voilà le centre d'intérêt de Caritas Suisse et ses partenaires. Innocent Moumara Rungu, directeur pays Caritas Suisse au Mali. La migration dans la région du Sahel est une question complexe qui pose d'importants défis, notamment en termes de contexte sécuritaire, de multiples violations des droits, des besoins en aide humanitaire et des capacités de réponse limitées des acteurs. Pour répondre à ces défis liés à la protection des migrants au Sahel, Caritas Suisse, Ligue de Consortium, a lancé en décembre 2020 sur un financement de l'Union européenne un projet intitulé le projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires au Sahel. La coordination des interventions des différents acteurs est indispensable pour une meilleure sensibilisation sur le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes au Mali. Maria Elema Amandouri, représentante de la délégation de l'Union européenne. L'Union européenne est engagée à lutter contre la migration irrégulière et à promouvoir les droits humains. Grâce au Fonds fiduciaire d'urgence, l'Union européenne a aussi financé les projets POC, les partenariats opérationnels conjoints, qui a appuyé la brigade de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Samake Oumo Al-Kairou Niare, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Pour juguler ce phénomène, le gouvernement du Mali a créé par décret numéro 2011-036/PRM du 3 février 2011 le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées. La présente activité cadre parfaitement avec les missions du comité, qui sont entre autres l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées. Les participants ont échangé sur plusieurs aspects du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes au Mali, avec les éclairages des spécialistes du domaine. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Plus de 4000 migrants expulsés d'Algérie sont bloqués à Assamaka, au nord-ouest du Niger, en situation de vulnérabilité. Ils sont essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne, avec plus de 90% des ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 3 ministres nigériens, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et des partenaires se sont rendus à Assamaka. La mission tente de trouver des solutions à ces vagues de refoulés. Alors que les combats se poursuivent au Soudan pour la 6e journée consécutive, les dirigeants des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'organisation sous-régionale IGAD se sont réunis virtuellement hier pour réclamer à nouveau un cessez-le-feu. Alors que les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan, Antonio Guterres fait d'un cessez-le-feu de 3 jours une priorité immédiate. Objectif, permettre aux civils piégés dans les zones de combat de fuir et de chercher de l'aide médicale, de la nourriture et d'autres provisions essentielles, a déclaré à la presse le secrétaire général des Nations Unies après une réunion virtuelle notamment avec des responsables de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Union européenne.
L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi qui institue au sein des forces armées de la République démocratique du Congo un corps de réservistes. Le texte a été envoyé en commission avant d'être transféré au Sénat. Selon le gouvernement, c'est dans le but de renforcer le système national de défense et surtout le souci de mettre fin aux agressions récurrentes auxquelles le pays est confronté et pour mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. La Corée du Nord a rejeté l'appel du G7 à s'abstenir de tout nouvel essai nucléaire au tir des missiles balistiques, réaffirmant que son statut de puissance nucléaire était définitif et irréversible. La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Cho Son-hu, a dénoncé une déclaration extrêmement interventionniste du G7, affirmant que les 7 plus grandes puissances économiques du monde s'en prennent de manière malveillante à l'exercice légitime de la souveraineté de son pays. La page des sports, c'est tout de suite. En football, le week-end sera marqué par les quarts de finale aller des compétitions africaines de clubs en Ligue des Champions. Les rencontres démarrent dès ce soir. Et puis à handball, Challenge Trophy IHF Zone 2, la compétition joue cet après-midi sa 3e journée. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tinou. On commence par le handball. Challenge Trophy IHF Bamako 2023, la 3e journée de poule se jouera cet après-midi. Chez les juniors, au Palais de Sport Salamatou Maïga, déjà à midi, le programme prévoit Maroc-Sierra Leone et cette rencontre sera suivie de Sénégal-Mauritanie. Ensuite, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et enfin Cap-Vert-Mali. Hier, toujours chez les juniors, le Sénégal a battu la Sierra Leone par 56-17. Le Maroc a gagné 43-13 devant la Mauritanie. La Guinée-Conakry l'a emporté 45-22 face au Cap-Vert et le Mali a battu la Guinée-Bissau par 38-29. Chez les cadets basés dans la salle Abdallah Hydra du stade du 26 mars, le match commence à partir de 14h. Le Cap-Vert affrontera la Mauritanie, la Guinée-Conakry en découdra avec la Guinée-Bissau et le Sénégal jouera contre la Gambie. Hier, les matchs joués ont donné le résultat suivant. Victoire de la Sierra Leone sur la Mauritanie 50-0. Le Mali a perdu face à la Guinée-Bissau 20-18. Et enfin, le Maroc l'a emporté face à la Gambie 30-14. Pour ce qui est de Ligue 1 de football, la 15e journée a été bouclée et le classement est le suivant. Le Djoliba occupe la tête du classement avec 29 points, suivi de l'AS National 26 points et un match en retard. Et 3e AS Bakarijan 24 points. En bas du tableau, on retrouve l'USC Kita 15e avec 9 points. Et l'Union Olympique occupe la dernière place avec 6 points. Compétition africaine des clubs. En Ligue des Champions, les quarts de finale se joueront à partir de ce vendredi et à 21h. GS Kabylie recevra Cadiz FC. La suite des rencontres se joueront donc samedi et Simba SC en découdra avec Wydad de Casablanca. El Ali aura affaire à Raja de Casablanca et Sierra Pirozade se mesurera à Mamelou Sundown d'Afrique du Sud. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les rencontres du 8e de finale se joueront dimanche. Les rencontres suivantes sont au programme. Il s'agit donc de River United, Young Africa, Monastir, Asec Mimosa, Pyramide Mamouro et USM d'Alger, Phare de Rabat. Il s'agit bien des 8e de finale. Allez. Chronique du développement. L'Afrique est à la recherche de sa souveraineté alimentaire. Le sujet était au centre des travaux du sommet des dirigeants du continent qui s'est tenu à Dakar en janvier dernier. En chiffres, notre continent importe un tiers de la nourriture qu'elle consomme et pourtant, elle détient 60% des terres arables non encore exploitées dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire et quelle stratégie faut-il adopter pour réduire la dépendance alimentaire de l'Afrique? Écoutez en rediffusion ce numéro de la Chronique du développement avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Si à l'origine, le terme souveraineté confère des droits à une nation d'exercer sa volonté à travers ses représentants élus ou désignés, de nos jours, cette notion a évolué et a fait son apparition dans d'autres secteurs. Dans le domaine du développement rural, par exemple, elle apparaît sous le vocable de souveraineté alimentaire. Quelle définition peut-on donc donner à ce concept? Écoutez Modibo Maoumakalo, économiste.
Souveraineté alimentaire, c'est un terme générique, mais qui englobe une définition plutôt holistique du développement rural. Ça comprend non seulement la promotion du développement rural, mais aussi comment on peut consacrer plus de ressources au développement rural, notamment à l'agriculture, et favoriser aussi l'accès à la terre, à l'eau, etc. Et aussi soutenir les personnes qui vivent dans les zones rurales pour promouvoir la production agricole, sylvo-pastorale, évidemment l'agriculture avec un grand A. C'est un droit à l'alimentation. Comment satisfaire, comment s'assurer que les peuples aient droit à une alimentation saine dans leur pays. Comment assurer la souveraineté alimentaire en Afrique? Afin de répondre à cette problématique, les dirigeants du continent s'étaient réunis à Dakar du 25 au 27 janvier 2023 autour du thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Objectif, mobiliser et mettre en cohérence les ressources, notamment financières. Le président Ruto du Kenya avait quand même bien précisé que c'est honteux de se réunir 60 ans après les indépendances pour savoir comment nous allons nous nourrir en Afrique. Mais aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est en difficulté au niveau de sa souveraineté alimentaire parce que l'Afrique continue à importer un tiers de la nourriture qu'elle consomme, alors qu'elle possède 60% des terres arables non cultivées dans le monde. Elle possède l'eau, elle possède le soleil, elle possède les bras valides parce que nous avons la population la plus jeune des différents continents. Mais malgré tout cela, nous n'arrivons pas à nous nourrir 60 ans après les indépendances. Et c'est cela qui pose problème. De plus, en 2003, lors de la réunion de l'Union africaine des chefs d'État à Maputo, au Mozambique, il avait été décidé que 10% des budgets nationaux seront alloués au développement rural. À ce jour, moins de 20 pays africains sur 54 allouent 10% au secteur du développement rural. Nous avons un taux de croissance démographique le plus rapide au monde. À l'horizon 2050, la population de l'Afrique va doubler. En 2022, l'Afrique compte 1,4 milliard de personnes. Si nous avons cette population où l'âge médian est de 24 ans, si nous n'arrivons pas à nous nourrir, évidemment, la paix et la sécurité sont les préalables au développement, mais si vous avez le ventre vide, il est impossible pour vous même d'assurer votre propre sécurité. Le sommet sur la souveraineté alimentaire de Dakar a pris d'importantes décisions déclinées en plan d'action d'urgence, des mesures destinées à favoriser la mobilisation des ressources financières. Modibo Maomakalou. Lors de ce sommet, il a été décidé de prendre des actions énergiques au niveau des politiques agricoles, mais aussi des politiques économiques et financières. Parce que l'accès au crédit, c'est une problématique au niveau du financement agricole. Si vous prenez les 8 pays qui ont en partage le franc CFA, est-ce que vous savez que moins de 3% des crédits bancaires dans les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest est consacré au développement rural? C'est un scandale. Nous avons 60% de nos populations qui vivent dans les zones rurales. Et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines. Et si vous avez l'insécurité, vous avez le changement climatique, tout cela rend difficile les conditions dans lesquelles la production en milieu rural se fait. Donc ça mérite toute l'attention et la priorité de nos dirigeants pour vraiment mettre en œuvre un plan d'action d'urgence. Et je pense que c'est ce qui a été réitéré lors de ce sommet sur la souveraineté alimentaire, en quand même rassemblant tous les intervenants sous l'égide de la Banque africaine de développement pour que les Africains puissent nourrir les Africains. En tous les cas, la Banque africaine de développement s'est engagée lors du sommet de Dakar à débloquer 10 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour réduire la dépendance alimentaire de l'Afrique. Voilà, en attendant que Cheikh Omar Sangaré prenne le relais pour parler de la prière à la Grande Mosquée, nous allons prendre les nouvelles de Koulouba où se trouve notre reporter Ibrahima Traoré qui va prier aujourd'hui aux côtés du président de la transition. Alors Ibrahima, est-ce que la prière a commencé du côté de Koulouba? Oui, bonjour Kodi Sibi. Pour l'instant, la prière n'a pas encore commencé. Juste le temps de vous rappeler qu'après 29 jours d'abstinence, les fidèles musulmans, vous l'avez dit, célèbrent ce vendredi l'Aïd el-Fitr. Et le président de la transition, lui, prie ici donc, à Koulouba, plus particulièrement dans la salle des banquets aux couleurs. À un instant,
d'une mosquée, le temps d'une prière, vous l'avez dit. Alors en ce moment, le protocole de la République s'active à accueillir les invités, les fidèles musulmans ici donc, le Premier ministre, le président du Conseil national de transition et plusieurs autres présidents d'institutions. Eh bien, ils sont également présents ici dans la salle des banquiers, plusieurs membres du gouvernement et également des diplomates. Alors la prière, faut-il le rappeler, sera dirigée tout à l'heure par l'imam de la mosquée de Koulouba, Abdraman Touré, et le chef de l'État est attendu ici d'un moment à l'autre pour l'instant. Colonel Assimi Goïta n'est pas encore arrivé. Et également le temps de vous rappeler que le contexte particulier du pays oblige l'unité, la paix et la cohésion sociale dans le pays devrait figurer dans toutes les prières ici à Koulouba, comme à travers le pays Kodi-Sibi. Merci Ibrahima Traoré. Nous allons donc vous retrouver tout au long de cette prière à Koulouba. Mesdames et messieurs, la fin de ce journal, mise en onde Mamadou Diallo, présentation Kodi-Sibi. Merci au rédacteur en chef Ibrahima Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi, bien évidemment, et une bonne prière. Et Chakouar Sangaré sera là donc pour vous parler de la prière à la grande mosquée de Bamako.